pose toujours la question, enfin, toujours, ça m'arrive de me la poser, ouais, qu'est-ce que je fais là, tu vois, t'as un peu de truc. Et je me dis, non, mais en fait, c'est moi qui choisis d'être C'est ici, ça. personne m'a forcé, j'ai envie d'être ici. Cyril Benzaket, tu es né le 2 octobre 1989 à Clamart en 92. Est-ce que tu peux nous décrire l'enfant et l'adolescent que tu étais? À quoi ressemble ta jeunesse? Alors, ma jeunesse, écoute, c'est celle d'un enfant un peu introverti et plutôt en surpoids. Tu vois, j'étais un petit gros. Et donc, ça ressemble à un peu au petit rigolo de la classe, tu vois, qui essaye de trouver des moyens de faire son intéressant. Et à l'époque, ben, c'était en faisant un peu rire les camarades que je me faisais remarquer. Ok, très bien, ça a bien changé depuis. Tu débutes la boxe donc à 14 ans avec ton mentor de l'époque, Aurélien Duarte. Pour la petite anecdote, c'est le cousin, non, l'oncle de Stomy Bugsy, le Ouais. rappeur, qui était mannequin aussi, comme toi, chez Kenzo. C'est quoi ton premier ressenti au moment où tu démarres la boxe à 14 ans, en plus assez tard finalement pour un sportif Ouais. professionnel? Est-ce qu'il y a un déclic directement ou est-ce que c'est progressif? Écoute, il y a un déclic assez rapidement parce que, en fait, donc à l'époque, j'étais plus en surpoids, tu vois, Mhm. j'étais un jeune ado de 13-14 ans. Et quand je rentre dans la salle de boxe, je vois Aurélien Duarte qui est un top athlète, beau gosse, avec un charisme, tu vois, débordant. Mhm. Et quand je le regarde, je me dis, waouh, c'est un mec comme ça que j'aimerais devenir. Et donc, en fait, assez rapidement, se crée en fait un lien de connexion entre lui et ce que j'aimerais faire de ma vie plus tard, tu vois. Donc au-delà de vraiment la pratique du sport, c'est aussi un personnage, du coup Aurélien Duarte, qui t'a vraiment inspiré. Ben, le personnage m'a inspiré et en plus lui, au-delà de son aura, l'approche qu'il avait de mon sport et si tu veux la proximité qu'on a pu avoir a fait que en fait il a réussi à me transmettre les valeurs et c'est lui qui m'a transmis les valeurs du sport et c'est des histoires d'hommes, tu vois, avant d'être des Bien histoires de sûr. sport et du coup c'est notre rencontre qui a fait que j'ai voulu faire de ce sport ma vie, tu vois. Tu te spécialises donc en boxe thaï. Bien que tu aies commencé la boxe à 14 ans, tu ne pourras pas combattre en fait avant tes 18 ans. Tes parents et ton club même s'y opposent. Tu m'arrêtes si je me trompe à chaque fois. C'est une grande frustration à l'époque, je suppose, pour toi? Alors c'est une énorme frustration. Alors mon club, c'est pas vraiment qui s'y oppose, Mhm. c'est que en fait le club à l'époque est très concentré sur les seniors, quoi, enfin sur les D'accord. plus de 18 ans. Et comme moi je m'entraînais avec toute l'équipe compétition qui était des adultes et où il y avait du plein contact, parce qu'il n'y avait pas trop de jeunes, ils pensaient que me faire boxer avant 18 ans, donc en semi-contact, c'était pas quelque chose qui allait être bénéfique pour moi. Ok. Et d'un autre côté, il y avait ma mère et, et mon père qui était non, tu combats pas, tu vois. Ok. Mais il est venu assez tôt, cette discussion, ce débat, il est arrivé tôt à la maison de c'est ce que je veux faire. Non, 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 il est pas venu tôt parce que, en fait, en vérité, j'étais très pudique sur le sujet et comme j'avais peur que ce soit pas accepté et qu'inconsciemment, dans tous les cas, c'était pas ce qu'ils attendaient de leur enfant, bah, moi, je le gardais pour moi et Bien c'est sûr. que quand j'ai commencé à combattre vers 18, enfin, peut-être entre 18 et 20 ans, que j'ai eu une vraie discussion et que j'en ai parlé et que j'ai mis des mots sur mes envies. Ok, très bien. En 2009, tu fais la rencontre de Alexandre Ngom Priso, qui va devenir ton entraîneur. Et après avoir remporté les championnats de France amateur en boxe thaï, tu participes au championnat du monde amateur à Bangkok. Tu termines deuxième en championnat et en décrochant une médaille d'argent donc. Est-ce que c'est une déception ou est-ce que c'est plutôt une deuxième place pleine d'espoir? Alors là, pour le coup, c'est vraiment une deuxième place pleine d'espoir, Ouais, ce championnat du monde amateur, parce que pour la bonne raison, c'est qu'à l'époque, en fait, si tu veux, au championnat du monde amateur, c'est que des pros ou des mecs qui sont quand même chevronnés. Et moi, j'étais un mec qui sortait de junior, qui venait plus du kick que de la boxe thaï. Et dans mon club, avec le club d'Alexandre Ngom Priso, t'as comment on appelle ça, le mec qui devait partir, qui se blesse. Du coup, ils me mettent en remplaçant d'accord. pour aller à sa place Donc inespéré un peu. inespéré, pronostic, j'allais me faire tuer, Ouais. etc. Et au final, je vais en finale contre un Biélorusse, je me rappelle. Enfin, je termine en finale contre un Biélorusse avec qui je suis coude à coude, Mhm. alors que lui, il avait surpassé toute la compétition, etc. Et donc, c'est finalement plein d'espoir et limite. Même un peu d'amertume de me dire, ah, j'aurais presque pu le gagner, ce, C'est ce ça. Biélorusse, tu Mhm. vois. Et donc, à ce moment-là, je me dis, ouais, il était plus fort, etc. Mais je crois que je suis plus déterminé. On fait juste un petit passage en arrière. Euh, la manière dont tu te mets dans le sport vraiment sérieusement, etc., c'est aussi l'époque où quand on est jeune, on commence à découvrir certaines choses, les sorties, les copains, les copines, etc. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu as réussi à faire ce mix des deux et à profiter quand même de ta vie privée, ou est-ce que tu as vraiment tout donné pour ce sport? Alors non, effectivement, alors c'est pas du tout un regret. J'ai pas du tout profité au sens où on peut l'entendre
de ma vie perso avec les sorties, toutes ces expériences de jeune adulte, tu vois. Je pense, donc j'étais étudiant, je pense au week-end d'inté, à tous ces trucs-là, où moi j'étais là avec mon eau et ma menthe, tu vois, et que j'essayais de me coucher tôt, tout ça. Bon, j'ai eu la chance de partager ma vie avec des copines à l'époque qui étaient en fait là pour moi, et ça a créé un équilibre, et donc j'avais une vie un peu d'adulte, on va dire, mais c'est vrai que j'ai pas pu profiter parce que dans ma tête j'étais toujours discipliné, focus sur non, il faut pas d'écart. Tu es champion d'Europe en 2013 puis champion du monde en 2014 à Pattaya. Je suppose que c'est une fierté extraordinaire à ce moment-là. Pas tant que ça, parce qu'en fait, tu sais, si tu veux, chaque année, donc en fait comment c'était fait, il y avait les championnats du monde amateur, c'est cette compétition donc qui est organisée par la WMF, qui est la seule fédération reconnue par le ministère des Sports thaïlandais, donc qui est assez prestigieuse en Thaïlande. Et là-bas, en fait, tu as deux compétitions. Tu as la compétition amateur et la compétition qu'ils appellent Pro-Am, qui est genre à la limite du pro. Et donc moi, j'avais fait l'amateur en 2010, là, quand j'avais fait médaille d'argent. Et après ça, 2012, je fais pareil, médaille d'argent en Pro-Am. 2013, je me fais voler contre un Thaïlandais. Et quand j'arrive en 2014, je sais que je vais gagner. Je suis trop. J'étais passé 2 fois à côté du coche, tu vois, et il allait pas avoir de troisième échec. Dans ma tête, j'étais conditionné pour gagner. Et du coup, quand j'ai gagné, bah, j'ai pas eu genre la satisfaction ou la joie immense parce que je l'avais déjà en moi. Je savais que c'était que ça allait se faire. J'étais vraiment focus. En 2015, c'est moi ce qui m'avait fait connaître toi à l'époque. T'es champion du monde, pas n'importe où, à Dauphine, l'université où tu as validé ton master, donc c'est une fierté. Enfin ça par contre ça doit être une vraie fierté parce que c'est là où tu as validé tes diplômes, ton master, etc. où tu as dû rencontrer du monde et au final tu arrives pour valider, je crois que c'est pour valider ton diplôme de fin d'études, ouais. organise vraiment cet événement incroyable et être champion du monde à cet endroit-là, là où tu as vécu énormément de choses, là ça devait être un truc de fou. Écoute, franchement, c'était un souvenir exceptionnel. Alors déjà, toute l'expérience de construction de l'événement, d'un point de vue business, c'était ma première aventure entrepreneuriale et elle était géniale. J'ai dû me battre autant que sur le ring pour monter l'événement, faire en sorte qu'il ait lieu. Donc, tu vois, avoir des sponsors, faire que la salle soit remplie. Bon, ça, c'était pas trop difficile parce qu'à Dauphine, ils étaient vaillants, ils étaient chauds. Mais il y a tout un tas de domaines pour que l'événement se réalise, où j'ai dû me battre pour y arriver. Et ensuite arrive le combat, donc la consécration de tous ces efforts. Et la victoire est magnifique. Et si tu veux, l'ambiance qu'il y a dans l'amphi cette année-là, elle est vraiment exceptionnelle parce qu'on est 2 semaines après les attentats de 2015. Et la salle, je me souviendrai toute ma vie de l'hymne de l'hymne français avant le combat. Du speaker qui fait tout un pitch. En plus, je suis présenté par une légende de la boxe qui est devenue un ami, Daniel Alouche. Et pour moi, c'était waouh, genre The Voice qui vient me présenter dans ma fac, etc. Et du coup, ouais, c'était un souvenir vraiment génial. C'est un peu les prémices de ce que tu fais parce que c'est quelque chose qui a l'air de t'habiter en tout cas. Tu as boxé au Cirque Phoenix, donc qui avait installé son chapiteau à Paris. Là-bas, donc, il se mélangeait acrobatie, combat de boxe. Tu as toujours été une sorte de précurseur, en tout cas, dans cette volonté de démocratiser, en tout cas, le kickboxing à une plus grande échelle. D'où te vient ça? Tu aurais pu être un sportif, entre guillemets, comme les autres, et tu as décidé de montrer au monde les valeurs de ce sport. Bah, si tu veux, c'est venu de 2 choses. La première, c'est que, en fait, inconsciemment, quand j'étais plus jeune, donc entre 14 ans et 20 ans, et que je m'imaginais, je me visualisais champion, tu vois, je me sentais habité par quelque chose que je devais faire. Tu vois, je savais pas trop. Une sorte de mission. Une sorte de mission. Et en plus de ça, si tu veux, donc j'avais mes rêves de jeune de 14 ans. Pour moi, être champion du monde, c'était Las Vegas, c'était la folie. Et en fait, je me suis aperçu que le kickboxing, c'était pas l'écosystème qu'on a de l'image des champions américains à Las Vegas, etc. Et du coup, en fait, les combats auxquels je participais en pro et auxquels je m'intéressais, bah, je trouvais pas ça sensationnel. Et je me suis dit, waouh, ça va pas aller dans la direction que je rêvais à 14 ans. À moi de designer un peu ma vie sur mesure et de me dire, bah tiens, je vais. Non, alors pas à 14 ans, ça c'est venu plus tard. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de mettre en place la scénographie, la scène, l'idéologie que j'aimerais vivre, enfin l'expérience que je veux vivre, je vais la construire de A à Z. Du coup,
je suis maître de toutes les billes, tu vois, parce que ma préparation d'entraînement, c'est que moi, enfin c'est moi et mon équipe. Pareil pour l'organisation, c'est moi et mon équipe. Et du coup, tous ensemble, on essaye d'amener ça à différents publics. Et en fait, c'est vrai qu'au travers de Dauphine, j'ai eu un super succès dans le sens où ils n'avaient jamais vu de combat. Et tu avais, que ce soit des profs, des gens du 16e, des étudiants, des mecs de banlieue qui venaient de la salle, etc. Tout ça, ça a bien fonctionné, ça s'est bien mélangé. Et je me suis dit, les seuls retours que j'ai, c'était des retours positifs. Donc, il faut essayer d'ouvrir les publics. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers le Cirque Phoenix, qui était pour nous une super opération, parce que une salle qui s'adressait à d'autres publics. On appelle la boxe donc le noble art, sport de respect et d'idéaux vraiment bien définis. C'est quoi pour toi les valeurs que véhicule ce sport, de manière générale, la boxe en tout cas? Alors là, si tu veux, moi, la valeur que j'aime associer directement à la boxe, c'est la valeur de l'engagement. Pourquoi? Parce que quand je suis sur un ring, tu vois, on est dans une surface carrée, je suis face à mon adversaire et je ne peux pas lui tourner le dos. Quand je suis face à lui, si je tourne le dos, c'est hors règlement. Je suis en train de commettre une faute. D'accord. Et dans la vie, quand tu as face à toi, tu as des responsabilités, tu ne peux pas leur tourner le dos. Tu dois les prendre et les affronter. Tu vois. Alors après, tu peux reculer, il y a tout un tas de stratégies par rapport à tes responsabilités ou ton adversaire. Mais c'est vraiment cette valeur que je trouve belle. C'est tu as face à toi une épreuve, il faut y aller. Il va falloir la surmonter intelligemment, mais il faut la surmonter, on ne s'enfuit pas. C'est une belle analogie en vrai de voir la boxe comme la vie un petit peu, c'est-à-dire que tu peux prendre des coups, tu peux en donner, tu peux reculer, tu peux Bien sûr. temporiser. C'est vrai que c'est une belle analogie. Tu sais, la boxe, pourquoi elle est si cinématographique? C'est parce qu'elle n'a rien d'autre que le reflet de la vie, et la vie est un combat. Et quoi de plus beau que de montrer un vrai combat, on va dire sportif, pour montrer un peu comment est la vie de chacun d'entre nous, quoi. Question un peu cliché, il y a énormément de films, énormément dans la culture en tout cas, la boxe est présente en tout cas, plus que dans l'imaginaire collectif. Est-ce que ça a eu une influence sur toi? Des films, des séries? Bien sûr, en fait, Pour dès que ça, Rocky, évidemment. j'ai commencé la boxe, je regardais les Rocky tout le temps, j'avais la playlist quand j'allais courir, c'était forcément, il y a de l'inspiration, et tu vois ce Rocky, enfin ce Stallone qui est fabuleux, et tu as envie même si ma vie est différente, etc., ça inspire. Forcément, ça inspire. Et franchement, l'histoire de Rocky, elle est hyper inspirante, parce que c'est l'histoire d'un mec qui part de rien, etc., qui a des opportunités. Et donc, je la trouve belle. Mais chaque film de boxe est fantastique, tu vois. Le kickboxing, c'est un sport qui reste encore un petit peu méconnu en France, malheureusement. On a abordé plusieurs aspects de ce sport. Peux-tu nous parler de l'économie du kickboxing, pour ceux qui ne sont vraiment pas au courant, parce que c'est quelque chose d'assez confidentiel, je pense. Ouais. Combien un jeune, par exemple, peut aspirer à gagner en pratiquant le kickboxing vraiment à haut niveau, etc. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des boxeurs pros en kickboxing font du kickboxing en parallèle d'un autre métier, on va dire alimentaire. Ouais. Parce que les rémunérations qu'ils perçoivent en combat ne sont pas suffisamment conséquentes pour assurer une paye annuelle et un revenu décent. Donc ils ont tous un métier à côté, et les primes, en fait, écoute, elles vont du premier combat à 500 euros à 50 000 euros ou plus pour ceux pour qui ça se passe le mieux. Ton activité principale, c'est la boxe, mais est-ce que tu prends goût à mettre en exergue les qualités que tu as pu acquérir quand tu étais à l'école, c'est-à-dire de créer un événement, vraiment, de faire partir quelque chose de rien, une idée, quelque chose qui apparaît comme ça dans une discussion entre amis, jusqu'à la finalité? Est-ce que ça aussi, c'est un truc que tu as appris à aimer? Alors, en fait, je sais pas si c'est l'école qui te transmet cette idée de vouloir construire, mais bien sûr, moi, tu demandes à mes collaborateurs, il n'y a pas un seul moment où je suis pas le plus heureux que quand tout est sur le feu, tu vois. J'ai mes entraînements, j'ai les rendez-vous, on doit tout produire. Il y a une excitation générale, une euphorie, et on part d'un projet zéro, tu vois. C'est-à-dire qu'on est là, on a un concept, on dit bon, on va faire une date dans 3 mois, on a 200 000 euros à lever, on a tel plan média, et à la fin, on fait le diagnostic, bon, comment ça s'est passé? Et du coup, quand on arrive au truc, on se dit bon, bien joué, le taf est fait, tu vois. Et du coup, ouais, alors moi je suis pas du tout comme je suis perfectionniste, je suis plus dans l'appréciation du voyage que de la destination. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait le truc, c'est fait. Voilà. What's the next step? Tout de suite, tu vois. C'est pas on va se la kiffer. Non, on est vraiment à fond, on est excité, et cette énergie, elle est impalpable, tu vois. C'est comme l'adrénaline du ring. Tu as un rêve d'événement
on parle de ça. T'as un rêve vraiment, je dirais pas la finalité, parce qu'il n'y a jamais de finalité, on peut toujours repousser ses limites, mais est-ce que toi, t'as une salle, un endroit, un lieu, une atmosphère, quelque chose? Bah écoute, pour un rêve, je dirais peut-être que ça serait de faire un événement à Las Vegas, tu vois, parce que c'est quelque chose d'hyper emblématique et qui représente la boxe. C'est quoi la sensation d'être sur un ring, avant, le après? Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, en tout cas chez les boxeurs et chez toi notamment dans ce qu'on voit, il y a quelque chose qui t'habite un peu quand tu rentres sur ce ring. Il y a une sorte de peur légitime et de détermination, il y a une multitude d'émotions qui se mélangent en toi. C'est quoi vraiment, si tu pouvais la décrire, cette émotion? Bah tu l'as plutôt bien décrite parce que c'est effectivement un mélange entre une peur en fait de ne pas être à la hauteur, une peur de ne pas réussir à mettre en application tout ce que tu as travaillé parce que faut savoir que c'est particulier la vie d'un boxeur, c'est pas comme un sport d'équipe où toutes les 2 semaines ou toutes les semaines tu as un match. Toi, tu as un combat tous les 3-4 mois et donc tu t'entraînes pendant 3-4 mois à fond et après tu as quelques minutes pour être au top, tu vois. Donc tu as un peu de peur de ce côté-là, tu vois. Et quelque part, tu as aussi énormément, enfin en tout cas chez moi, c'est rattrapé par énormément de détermination et de où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, etc. Et donc c'est les questions que je me pose. Mais après, je le dis toujours, tu vois, moi avant un combat, je vais toujours 25 fois aux toilettes dans la journée, que ce soit le premier combat que j'ai fait ou que ce soit le 70e, j'ai toujours le même stress. Alors je me sens pas stressé spécialement, mais je sais que c'est un signe de stress, voilà. Et quand le combat se fait, tu vois, la seule question que je me pose, parce que tu te poses toujours la question, enfin toujours, ça m'arrive de me la poser, ouais, qu'est-ce que je fais là, tu vois, t'as un peu de truc, et je me dis non mais en fait c'est moi qui ai choisi d'être ici, personne m'a forcé, j'ai envie d'être ici, pourquoi? Et je me pose toujours la question pourquoi je suis là. Je suis là parce que je veux être le meilleur, je suis là parce que je dois battre cet adversaire parce que j'ai envie de le battre, j'ai cet objectif, et du coup ça te donne de la force. Et en plus de cette force que tu t'auto-alimentes, et ben tu as la force de tous ceux qui sont autour, que ce soit le public, ta famille, mon équipe avec qui je travaille, mon entraîneur, tout cela, bah, tu vois, tout ce noyau dur, ils t'accompagnent et finalement, même si la récompense est personnelle, tu vois, l'engagement est collectif Voilà, c'est et ça. on est tous ensemble.